déjà à l'époque, on s'est soucié de l'utilisation, ça existait déjà, hein, les images de caractère pédopornographique. Et ensuite arrive en deuxième, un peu contre mon gré, mais ça a fait partie de la négociation, parce qu'il y avait comme une levée de bouclier sur mais non, tout le monde va parler dans tous les sens, etc. Il ne faut pas faire ça, il faut juste donner des instructions orales, etc. Et j'avais même eu la volonté de dire non, et j'avais fait une déclaration à la télévision en disant un enfant ne ment pas, un enfant qui parle d'un abus sexuel ne ment pas, c'est déjà tellement dur de parler que quand il parle, il y a les 5 éléments, on y reviendra peut-être, qu'il faut dire à un enfant qui commence à parler, et pour contrecarrer, et donc j'avais été attaquée, y compris par mon ministre de tutelle, Claude Allègre, ça n'avait pas été facile, qui m'avait dit mais qu'est-ce que c'est, elle dit n'importe quoi, un enfant ne ment pas, mais si, les risques du métier, paf. Donc on avait tenu bon avec Jean-Michel Ayat, mais pour rassurer les organisations professionnelles d'enseignants, le chapitre 2, c'est pas qu'est-ce que vous faites si vous avez un signalement, c'est les accusations sans fondement. Alors les accusations sans fondement, avec la plainte en diffamation, avec l'action judiciaire, avec l'action référée pour atteinte à la présomption d'innocence, et pour montrer on avait été soucieux d'un équilibre entre la présomption d'innocence et, même si c'était disproportionné, vous l'aurez compris, et la prise en compte de la parole de l'enfant, après la définition des infractions du code pénal, nous avions mis la présomption d'innocence et que peut faire quelqu'un qui est injustement accusé, bien évidemment, et enfin, en troisième partie, les obligations de parler et d'agir prévues par la loi. Parce que c'était là un désert. Les gens ne savaient pas ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils pouvaient faire, est-ce qu'il fallait aller au commissariat, est-ce qu'il fallait prévenir les parents, est-ce qu'il fallait croire l'enfant, est-ce qu'il fallait demander à un médecin scolaire. Ils ne savaient pas, c'était très compliqué. Et comme j'avais directement vu la difficulté de gestion, même des proches, des collègues de cet instituteur pédophile qui ne savaient pas comment faire, les élus aussi qui disaient mais c'est pas possible, on codait, non, c'est absolument impossible. Mais je dis ben si, il y a plusieurs enfants et plusieurs parents qui ont témoigné. Et donc il y avait donc ce protocole très précis de l'obligation légale qui s'impose à tous, les obligations de parler et d'agir, celles qui étaient prévues par la loi, celles qui sont spécifiquement prévues pour les fonctionnaires avec l'article 40, comment est-ce qu'on signale les faits, la connaissance directe des faits, la connaissance par oui-dire ou par rumeur, comment est-ce que vous gérez une rumeur, le soupçon aussi fondé sur les signes de souffrance, la rumeur, les témoignages indirects, ça c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile, c'est pas à vous de faire l'enquête, vous devez juste signaler qu'il y a vraiment un problème et approfondir la question, mais surtout que ce n'était pas à vous de faire l'enquête. Parce qu'il y avait aussi le souci des enfants qui étaient 10 fois, 15 fois interrogés. Ah bon? Alors par les parents, par les instituteurs, par les copains à l'école, et à la fin ils se rétractent. Donc la question de la prise en compte de la première parole et la façon dont elle va être gérée est absolument cruciale pour que l'enfant continue à parler. Y compris, donc toujours dans le chapitre sur les soupçons fondés sur les signes de souffrance, la rumeur, les témoignages indirects, comment est-ce qu'on gère une rumeur et des témoignages indirects? Quelle est la procédure? Voilà, alerter l'inspection académique, protéger l'enfant, protéger la communauté scolaire, etc.